L'histoire est pleine de mystères, et aujourd'hui, on va en explorer un des plus terrifiants, l'effondrement soudain de l'âge du bronze. Mais avant de commencer, fixons-nous un petit objectif ensemble. Si cette histoire t'accroche, aide-nous à atteindre 100 mentions « j'aime », ça m'indique qu'il faut que je continue à te raconter d'autres désastres oubliés de l'histoire. Les origines des Vikings. Qui étaient les peuples nordiques? Imaginez une époque bien avant le GPS ou Internet, lorsque les gens naviguaient à travers les mers sans carte, explorant des terres qui semblaient hors de portée. Cela paraît difficile à croire, mais les peuples nordiques ont fait exactement cela. Connus pour leurs incroyables voyages et leurs raids violents, qui étaient-ils avant tout ce pillage? Pour comprendre les Vikings, il faut remonter dans le temps et découvrir les origines des peuples nordiques. Imaginez les côtes escarpées de la Scandinavie, la Norvège, la Suède et le Danemark d'aujourd'hui. Les peuples nordiques ne sont pas apparus de nulle part. Ils ont évolué dans cet environnement difficile, s'adaptant pour survivre là où d'autres auraient échoué. Ces premiers Nordiques étaient des agriculteurs, des pêcheurs et des commerçants, vivant dans de petites communautés soudées, dépendant fortement de la terre et de la mer. Les racines de la société nordique remontent à l'âge du fer, environ 500 ans avant les premiers raids vikings. Ils étaient les descendants des tribus germaniques qui ont commencé à s'installer dans la région nordique, construisant progressivement une culture et une identité uniques. Leurs ancêtres n'étaient pas les guerriers portant des boucliers que l'on imagine souvent en entendant parler des Vikings, mais des gens pratiques qui tiraient le meilleur parti de leur environnement. Le passage à l'image des Vikings que nous connaissons a commencé autour du 8e siècle, lorsque les Nordiques ont commencé à chercher des opportunités au-delà de leur village. Les mers, autrefois une barrière, sont devenues des autoroutes, et les Vikings se sont lancés vers des terres lointaines. Avant d'être de féroces pillards, ils étaient des marins habiles et de brillants constructeurs de navires. Les dracars vikings étaient des symboles de l'ingéniosité des peuples nordiques. Les constructeurs de navires fabriquaient des vaisseaux capables de résister aux mers agitées tout en étant rapides et agiles. Des qualités essentielles pour leur succès dans le commerce, l'exploration et les raids. Les Nordiques n'étaient pas seulement des marins sans peur. Ils avaient un riche tissu culturel qui influençait leur vision du monde. Ils croyaient en des idoles comme Odin, Thor et Freyja, dont les croyances façonnaient leur vie, leur leadership et leur approche de la guerre. Les Nordiques étaient également de brillants commerçants et explorateurs. Leurs navires ont atteint l'Empire byzantin à l'est et l'Amérique du Nord à l'ouest. Leur influence s'est étendue bien au-delà de la Scandinavie, touchant l'Islande, le Groenland et même certaines parties de l'Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb. L'héritage des Vikings est celui de la force, de l'exploration et d'un désir inébranlable de conquérir l'inconnu. Tout a commencé avec les Nordiques, des gens qui, face à un monde impitoyable, ont appris à prospérer. Les guerriers Vikings, les combattants redoutables derrière les mythes. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de faire face à un guerrier viking sur le champ de bataille? L'image qui vous vient probablement à l'esprit est celle de figures robustes, brandissant des haches massives et parées d'armures intimidantes, leurs yeux remplis de fureur. Mais la vérité derrière les guerriers vikings est tout aussi complexe que les légendes qui les entourent. Les guerriers vikings n'étaient pas nés dans la gloire des champs de bataille. Ils étaient agriculteurs, commerçants et artisans vivant dans les paysages rudes de la Scandinavie. Pourtant, lorsque l'appel au raid se fit entendre, ils se transformaient en certains des combattants les plus redoutés et les plus habiles que le monde ait jamais connus. Cette société valorisait la force, le courage et la loyauté. Être un guerrier viking était un symbole de pouvoir, et ces guerriers ont jeté les bases de l'histoire viking. Ce qui rend le mythe du guerrier viking si captivant, c'est la façon dont la réalité se mêle souvent à la légende. Prenez les berserkers, des guerriers dits se battant dans une frénésie. Certains historiens pensent qu'ils entraient dans un état psychologique profond, tirant de leur entraînement intense, de l'alcool ou des pratiques rituelles.
Ils portaient peu, être même des peaux d'animaux, puisant leur force dans les animaux qu'ils imitaient. Les berserkers n'étaient pas les seuls guerriers à être redoutés. Les Shield Maiden, souvent éclipsées par leurs homologues masculins dans les mythes, étaient des femmes réelles qui combattaient aux côtés des hommes. Bien que les archives soient rares, celles qui existent montrent des femmes qui se défendaient courageusement au combat, se battant pour leur famille et leur communauté. L'un des aspects les plus importants des guerriers vikings était leur connexion avec les idoles. Ils croyaient que mourir au combat leur permettait de rejoindre le Valhalla, la salle des idoles. Cette croyance les rendait intrépides, car ils cherchaient la mort au combat comme le plus grand honneur. Les guerriers vikings ne comptaient pas sur une armure lourde. Ils portaient plutôt des tuniques simples, du cuir ou des mailles, pour plus de mobilité. Leurs armes étaient des haches, des épées et des lances, les haches étant préférées pour fendre les boucliers et les armures. Les guerriers vikings étaient aussi stratégiques, calculateurs et habiles dans l'art de la guerre de siège. Leur raid faisait partie d'une stratégie plus large pour établir leur domination et bâtir un empire, avec des forces comme la Grande Armée païenne visant à se tailler un royaume en Angleterre. En fin de compte, les guerriers vikings n'étaient pas seulement des figures plus grandes que nature. Ils étaient humains, avec toutes les complexités, le courage et les défauts qui les accompagnaient. Leurs histoires parlent de culture, de croyances et de compétences redoutables en combat. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un guerrier viking, rappelez-vous, il y a plus de vérité dans ces histoires que ce que l'on pourrait imaginer. Les raids vikings en Angleterre, le chemin sanglant de la conquête. Imaginez entendre au loin le faible son d'un corps, suivi de la vision terrifiante de Drakkar fendillant la brume. Pour les habitants de l'Angleterre, ce n'était pas un conte de fées, c'était le début de quelque chose de bien plus brutal. Les raids vikings en Angleterre marquèrent le début d'un chapitre sanglant de l'histoire, façonnant à jamais l'avenir de l'île. Tout a commencé en 793 après Jésus-Christ, lorsque la flotte viking descendit sur l'île sacrée de Lindisfarne, au large de la côte nord-est de l'Angleterre. Ce premier raid viking majeur fit trembler toute l'île. Les Vikings ne se contentaient pas d'attaquer des villages, ils profanaient des églises, volaient des artefacts religieux et massacraient les habitants non préparés. L'attaque de Lindisfarne rendit clair un fait. Les Vikings n'étaient pas seulement des pillards, ils étaient des conquérants. Au début, les raids étaient sporadiques, avec des forces vikings débarquant, pillant des villages et disparaissant dans la mer. Mais les Anglais savaient que ce n'était que le début. Les Vikings, motivés par la richesse, la terre et la gloire, revinrent bientôt plus organisés et plus impitoyables. Il ne s'agissait plus seulement de trésors, il s'agissait de conquérir l'Angleterre. À la moitié du IXe siècle, la présence viking s'était considérablement renforcée. En 869, la Grande Armée païenne, une énorme force viking, arriva en Angleterre. Dirigée par des chefs célèbres comme Ivar le Sans-Os et Ubba, la Grande Armée païenne était déterminée à conquérir, pas seulement à piller. L'arrivée de la Grande Armée païenne fut un cauchemar pour les Anglo-Saxons. Les Vikings traversèrent le pays, battant les Anglais bataille après bataille. L'une des batailles les plus célèbres eut lieu à York, où les Vikings prirent le contrôle et massacrèrent tous ceux qui résistaient. Les Vikings n'étaient pas seulement des pillards, ils étaient des conquérants, mais l'Angleterre ne tomba pas sans combattre. Le roi Alfred le Grand se battit sans relâche contre les Vikings. Sa plus grande victoire eut lieu à la bataille d'Eddington en 886, où il défit décisivement les forces vikings. La paix ne dura pas longtemps, et les Vikings revinrent, avec des ambitions encore plus grandes. En 925, le chef viking Sweyn Forkbeard se déclara roi d'Angleterre. Son fils, Knut le Grand, unifia les forces vikings et anglo-saxonnes sous son règne et devint l'un des rois les plus puissants d'Angleterre. Sous Knut,
les Vikings établirent la Danelaw, une région du nord et de l'est de l'Angleterre où les lois vikings prévalaient. Au fil du temps, les Vikings et les Anglo-Saxons se mélangèrent, fusionnant leurs langues, leurs coutumes et leurs lois. Les Vikings contribuèrent à façonner l'avenir de l'Angleterre, influençant sa langue, son système juridique et sa monarchie. Bien que les raids vikings aient été violents, ils laissèrent un impact durable, créant les bases de l'Angleterre moderne. L'invasion viking de la France. Des raids à la domination en Normandie, imaginez un temps où la peur s'emparait des cœurs des habitants de la côte de la France. Nous sommes au IXe siècle, et des dracars transportant des guerriers féroces, armés de haches, apparaissent à l'horizon. Les Vikings étaient arrivés, et rien ne serait jamais plus pareil. Ce qui avait commencé par des raids se transforma en l'un des changements les plus remarquables de l'histoire européenne, lorsque les Norvégiens passèrent de terroriser la région à la gouverner. Voici l'histoire de l'invasion viking de la France et de la création de la Normandie. Au début, les Vikings étaient des pillards sans intérêt pour la colonisation. Leurs raids étaient brutaux et rapides. Le premier raid viking enregistré sur la France eut lieu en 863, lorsqu'ils pillèrent le monastère de Noirmoutier. Mais leur véritable épreuve arriva en 873, lorsqu'ils atteignirent Paris. Paris était une ville riche, et les Vikings, avec leurs compétences navales supérieures, utilisèrent la rivière Seine pour attaquer. Le roi Charles le Chauve tenta de défendre Paris, mais les Vikings étaient implacables. Après des mois de siège, Charles fut contraint de payer une rançon aux Vikings pour obtenir la paix. Ce moment ouvrit la voie à une transition des Vikings, passant de pillards à potentiels dirigeants. L'ambition viking ne s'arrêta pas là. En 911, le chef viking Rollo conclut un accord avec le roi Charles le Simple. En échange du serment de fidélité de Rollo et de sa conversion au christianisme, il se vit attribuer le duché de Normandie. Cela marqua la naissance de la Normandie. L'établissement de Rollo en Normandie fut un changement dramatique. Les Vikings, autrefois craints, devinrent désormais des défenseurs. Au fil du temps, ils adoptèrent les coutumes françaises, se marièrent et embrassèrent le christianisme. Ce mélange de cultures créa une identité unique qui perdura pendant des siècles. Les descendants de Rollo consolidèrent leur pouvoir, et la Normandie devint une partie importante de la France. L'un des arrière-petits-fils de Rollo, Guillaume le Conquérant, envahit plus tard l'Angleterre en 1066, modifiant à jamais le paysage politique de l'Angleterre. L'influence viking en France ne se termina pas avec la conquête de l'Angleterre. La Normandie continua de croître en puissance, fusionnant les traditions vikings et françaises. L'héritage des Vikings perdura pendant des siècles. L'exploration viking. De l'Atlantique Nord à l'Amérique du Nord, imaginez-vous en train de prendre la mer depuis une côte froide et rocheuse, votre destination inconnue, l'horizon s'étendant à l'infini devant vous. Pour la plupart des gens de l'ère viking, cela aurait été une pensée terrifiante. Mais pour les Vikings, c'était simplement un autre jour. Ces guerriers marins n'étaient pas satisfaits de rester dans les frontières familières de leur terre natale. Ils se sont aventurés au-delà du monde connu, explorant des terres inexplorées et découvrant de nouveaux territoires qui laisseraient une empreinte durable dans l'histoire. Les Vikings n'étaient pas seulement des pillards ou des guerriers, ils étaient des explorateurs. À une époque où la majeure partie de l'Europe était confinée à une petite partie du monde, les Vikings s'aventuraient bien au-delà de leurs propres côtes. Leurs longs navires, qui s'étaient déjà révélés sur les champs de bataille, devinrent désormais des outils de découverte. Ils naviguèrent à travers l'Atlantique Nord, à la recherche de nouvelles terres à conquérir, commercer et coloniser. Leur exploration débuta au 8e siècle, lorsque les Vikings, basés en Scandinavie, firent leur marque sur les îles britanniques. Ils pillèrent les côtes, mais ne s'arrêtèrent pas là. Depuis leur base dans les terres nordiques, ils s'aventurèrent plus loin dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, poursuivant des rumeurs de nouvelles terres et de nouvelles opportunités. Les Vikings étaient animés par un sens de l'aventure, mais aussi par la nécessité.
Leur terre natale, la Scandinavie, était un endroit difficile à vivre, avec de longs hivers et des terres arables limitées. À mesure que la population grandissait, de nouveaux territoires devenaient une bouée de sauvetage. L'une des premières grandes découvertes de l'exploration viking fut l'île de l'Islande. Vers l'an 870, des colons nordiques établirent la première colonie permanente sur l'île. L'Islande était une terre d'activité volcanique, de geysers et de sources chaudes, un contraste frappant avec les côtes gelées de la Norvège. Mais pour les Vikings, c'était un lieu d'opportunité. Il offrait des terres fertiles pour l'agriculture, et il devint rapidement un centre de culture et de lois nordiques. L'Islande jouerait un rôle clé dans l'exploration viking, devenant le point de départ de voyages encore plus grands à travers l'Atlantique. À mesure que les Vikings élargissaient leur présence dans l'Atlantique Nord, ils commencèrent à entendre des rumeurs de terres encore plus lointaines. L'un des explorateurs les plus célèbres à émerger durant cette période fut Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, le fondateur de la première colonie viking au Groenland. Leif Erikson est crédité d'être le premier Européen à atteindre l'Amérique du Nord vers l'an 1000 après JC. Sa destination était un lieu qu'il appela Vinland, qui est supposé être situé dans ce qui est aujourd'hui Terre-Neuve, au Canada. Le voyage de Leif à travers l'Atlantique fut tout simplement remarquable. À l'époque, personne en Europe ne savait que les terres à l'ouest existaient. Mais Leif et son équipage d'explorateurs bravèrent l'océan ouvert, se fiant aux étoiles, au vent et à leur connaissance intime de la mer pour les guider. Après un voyage qui dura plusieurs semaines, ils atteignirent les côtes de l'Amérique du Nord. Ce qu'ils trouvèrent là était une terre de vastes forêts, de faune abondante et de ressources apparemment infinies, un paradis pour les explorateurs. Les Vikings ne restèrent pas longtemps à Vinland, mais leur brève présence en Amérique du Nord témoigne de leurs remarquables compétences en navigation et de leur esprit d'aventure. Ils établirent une petite colonie, mais en raison de conflits avec les peuples autochtones de la région et des conditions de vie difficiles, les Vikings abandonnèrent finalement le site. Cependant, le voyage de Leif Erikson deviendrait l'un des chapitres les plus significatifs de l'histoire de l'exploration. Bien qu'il fallut près de 5 siècles pour que les Européens retournent en Amérique du Nord, les Vikings avaient déjà marqué l'histoire. Mais les Vikings n'exploraient pas simplement pour le plaisir de découvrir. Leur voyage était aussi motivé par le commerce, la conquête et la survie. L'Atlantique Nord devint un réseau florissant de colonies vikings. Le Groenland servant de lien crucial entre l'Islande et les terres récemment découvertes. En plus de Vinland, les Vikings explorèrent et établirent des colonies dans des endroits comme les îles Féroé, les îles Shetland et les îles Orcades. Leur route commerciale s'étendait des côtes de l'Amérique du Nord jusqu'à Constantinople, reliant le monde nordique au vaste réseau de l'Europe médiévale. Les explorations vikings ne concernaient pas seulement la terre, elles visaient à connecter les mondes. Leurs longs navires leur permettaient de naviguer entre les îles, à travers les mers ouvertes et le long des rivières, atteignant des endroits qui auraient semblé inimaginables pour d'autres à l'époque. Leur héritage d'exploration peut être vu dans le monde moderne, car ils ont contribué à jeter les bases des futurs voyages à travers le monde. Alors, pourquoi les Vikings ont-ils cessé d'explorer? Après des siècles d'expansion, l'exploration viking commença à diminuer au début du XIe siècle. L'essor des royaumes centralisés en Scandinavie, les conflits internes et la propagation du christianisme ont tous contribué au déclin de l'ère viking. Mais même si leurs efforts d'exploration se sont ralentis, l'impact des Vikings sur le monde était déjà profond. Leurs voyages ont contribué à façonner le monde médiéval, reliant des terres lointaines, établissant de nouvelles routes commerciales et même créant les premières colonies européennes en Amérique du Nord. Au final, les Vikings n'étaient pas seulement des conquérants ou des pillards, ils étaient des pionniers. Ils furent parmi les premiers à véritablement explorer l'inconnu, animés par un esprit d'aventure
et un désir de découvrir de nouveaux horizons. Et bien que leur ère d'exploration ait pris fin, l'héritage de leur voyage continue de nous inspirer à regarder au-delà de l'horizon, à repousser les frontières du connu et à chercher de nouveaux territoires. Après tout, les Vikings ne se contentaient pas de naviguer, ils ont tracé un chemin pour les générations futures. Le siège de Paris. Vikings contre l'Empire carolingien, imaginez Paris, en l'an 869 après Jésus-Christ, une ville qui serait un jour le cœur de la culture et de la politique européenne, mais qui tremble maintenant sous une menace imminente. Le puissant empire carolingien, autrefois la force dominante en Europe occidentale, se trouvait à un carrefour. L'ère des descendants de Charlemagne commençait à se fracturer, et maintenant, une nouvelle force, les Vikings, allaient prendre le devant de la scène dans l'un des moments les plus dramatiques et terrifiants de l'histoire médiévale, le siège de Paris. Les Vikings avaient déjà marqué l'Europe de leur empreinte à ce moment-là, leurs raids et leurs établissements laissant des cicatrices sur les terres qu'ils touchaient. Mais le siège de Paris était différent. Ce n'était pas juste un autre raid, ce n'était pas une simple série de villages ou de monastères pillés. Non, cette fois, les Vikings visaient quelque chose de bien plus significatif, le cœur même de l'Empire carolingien. Le chef viking à la tête de cette offensive ambitieuse était un homme nommé Ragnar Lodbrok, un nom qui résonne à travers les annales de la légende viking. La flotte de Ragnar, composée de centaines de dracars, descendit sur la rivière Seine, la véritable artère vitale de Paris. Il n'était un secret pour personne que les Vikings étaient connus pour leur vitesse terrifiante et leur brutalité. Et les habitants de Paris savaient qu'ils venaient. Mais personne ne pouvait se préparer à l'ampleur de l'attaque. Alors que les Vikings se rapprochaient de la ville, les défenseurs carolingiens étaient en proie au chaos. L'Empire avait été affaibli par des luttes internes, une instabilité politique et un manque de leadership fort. Charles le Chauve, roi de la Francie occidentale et souverain de Paris à l'époque, peinait à maintenir le contrôle. Ses ressources étaient limitées, et ses soldats n'étaient pas aussi aguerris que les féroces guerriers norvégiens. Les murs de la ville, bien que impressionnants, n'étaient pas suffisants pour repousser les forces déterminées des Vikings. Pendant des semaines, les Vikings assiégèrent Paris, coupant les vivres et encerclant la ville. Les Parisiens, dirigés par leur roi désespéré, n'avaient d'autre choix que de tenir bon et prier pour que des renforts arrivent. Les Vikings, maîtres de la guerre de siège, étaient méthodiques. Ils construisirent des fortins et des camps le long de la rivière, utilisant leurs dracars pour contrôler la voie navigable et bloquer toute tentative d'évasion ou de ravitaillement. Paris, une ville autrefois fière et sécurisée, se retrouvait maintenant encerclée par la même force qu'elle avait un jour cru pouvoir ignorer. Le siège lui-même était brutal. Les Vikings, avec leur tactique impitoyable, commencèrent à affaiblir les défenses de la ville. Ils lancèrent des attaques jour et nuit, utilisant leurs bateaux pour naviguer sur la Seine et amener leurs guerriers jusqu'aux portes de la ville. Les Parisiens, armés de peu de choses à part le désespoir et l'espoir, se battirent férocement, mais il était clair qu'ils étaient surpassés. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, les habitants de Paris commencèrent à ressentir les effets de la faim et de l'épuisement. Mais les Vikings n'étaient pas encore prêts à abandonner. Ragnar, connu pour sa ruse, comprit que le siège pouvait se prolonger indéfiniment, mais il n'avait pas l'intention d'attendre éternellement. Ses forces commencèrent à exercer encore plus de pression, attaquant avec une intensité renouvelée, tandis que ses hommes construisaient des machines de siège massives pour percer les murs de la ville. Les habitants de Paris, voyant qu'aucune fin n'était en vue, commencèrent à perdre espoir. La ville autrefois grande semblait maintenant au bord de l'effondrement. Mais alors, dans un retournement d'événements qui allait marquer le cours du siège, un habile accord fut conclu. Charles le Chauve, désespéré de sauver sa ville, accepta de payer Ragnar une rançon, une somme d'or et d'argent assez importante, pour faire briller les yeux de tout guerrier viking. Ragnar, toujours un négociateur avisé,
accepta l'offre. Les Vikings, satisfaits de leur butin, retirèrent leurs forces et quittèrent Paris. Le siège était terminé et Paris avait survécu, mais à un coût élevé. L'attaque viking sur Paris, en 869, n'était pas seulement un événement militaire significatif, elle marquait un tournant dans le déclin de l'Empire carolingien. La perte d'une ville aussi vitale, face à une force étrangère, fut un coup humiliant qui exposa les faiblesses de l'Empire au reste de l'Europe. Les Vikings avaient démontré leur capacité non seulement à piller, mais à tenir en otage des villes entières, à inspirer la peur au cœur des souverains puissants. Pour les Vikings, le siège fut une victoire à plus d'un titre. Ils montrèrent au monde qu'ils n'étaient plus de simples bandes de guerriers maraudeurs. Ils étaient devenus une force politique et militaire avec laquelle il fallait compter. Ils avaient frappé au cœur d'un empire puissant et en étaient repartis avec de l'or, de l'argent et la certitude qu'ils pouvaient vaincre certaines des plus grandes armées d'Europe. Pour Paris, les conséquences du siège furent tout aussi importantes. Bien que la ville ait survécu, l'événement marqua le début d'une longue période de raids et d'invasions vikings à travers la France. L'Empire carolingien continuerait à se fragmenter, et le royaume de France lutterait pendant de nombreuses années pour se défendre contre la menace viking. Le siège de Paris fut une histoire de pouvoir, de désespoir et de stratégie. Ce fut un moment de l'histoire qui définira l'âge viking, montrant au monde à quel point ces envahisseurs nordiques étaient devenus redoutables. Il marqua également un changement dans l'équilibre des pouvoirs en Europe occidentale, l'Empire carolingien, déjà affaibli par les luttes internes, faisant face à l'une de ses défaites les plus humiliantes. Les Vikings avaient montré qu'aucune ville, aucun empire, n'était hors de portée, et pour Paris, la vie ne serait plus jamais tout à fait la même. Rois et chefs vikings, les leaders qui ont façonné le destin viking. Lorsque nous pensons aux Vikings, nous imaginons souvent des guerriers féroces qui pillent des rivages lointains, leurs dracars fendant les mers tumultueuses avec une force irrésistible. Mais derrière les batailles, les pillages et les explorations, se trouvaient des leaders puissants des rois et des chefs qui ont façonné le destin du monde viking. Ces leaders n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des stratèges, des souverains et des visionnaires qui ont défini l'âge viking et laissé un héritage qui résonnera à travers l'histoire. Le premier nom qui nous vient souvent à l'esprit lorsque l'on parle des souverains vikings est Ragnar Lodbrok, une figure légendaire dont la vie a été tissée dans une tapisserie de mythes et d'histoires. Qu'il ait été une figure historique réelle ou un mélange de plusieurs guerriers est encore débattu, mais son influence sur la culture viking est indéniable. L'histoire de Ragnar est celle de l'ambition, du courage et de la tragédie. Sa renommée se répandit dans le monde nordique et sa saga, remplie de raids audacieux et de batailles, devint légendaire. Il peut être le plus connu pour ses raids en France et en Angleterre, où il sema la terreur dans les royaumes anglo-saxons et carolingiens. Sa capacité à unir différentes factions vikings et à les mener à la victoire cimenta son statut de l'un des rois vikings les plus emblématiques. La mort de Ragnar, selon la légende, survint aux mains du roi Ella de Northumbrie, lorsqu'il fut jeté dans un puits de serpents. Mais même dans la mort, son héritage survécut à travers ses fils Ivar le Sans-Os, Björn Cœur de Fer et d'autres qui poursuivirent sa mission de conquérir de nouvelles terres. L'héritage des fils de Ragnar est l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire viking. Ivar le Sans-Os, malgré ses limitations physiques, s'avéra être l'un des leaders vikings les plus impitoyables et rusés. Son intelligence et son esprit stratégique étaient tout aussi redoutables que sa capacité à mener ses hommes au combat. Le leadership d'Ivar pendant l'invasion de l'Angleterre fut marqué par une brutalité calculée, notamment lors de la conquête de York, où il laissa une empreinte durable dans l'histoire anglaise. Sous le commandement d'Ivar, les Vikings consolidèrent leur place dans l'histoire de l'Angleterre, ce qui mena à l'établissement de la Danelaw, une région de l'Angleterre sous contrôle viking. Il y avait aussi Björn Cœur de Fer, un autre fils de Ragnar,
dont le leadership était tout aussi impressionnant, mais d'une manière différente. Björn était connu pour ses explorations et son rôle dans le renforcement de l'influence viking en Méditerranée. On dit qu'il s'aventura jusqu'aux côtes de l'Espagne et de l'Italie en menant des raids en cours de route. Ces voyages prouvèrent que les Vikings ne se concentraient pas uniquement sur les îles britanniques. Ils étaient une force navale redoutable, capable d'atteindre des rivages éloignés et d'établir leur domination sur de vastes distances. Bien que Ragnar et ses fils soient les plus célèbres, les Vikings avaient de nombreux autres rois et chefs puissants qui façonnèrent leur destin. Harald à la belle chevelure est souvent considéré comme le premier roi d'une Norvège unifiée. Avant Harald, la Norvège était divisée en de nombreux petits royaumes indépendants, chacun avec son propre chef. L'ascension de Harald au pouvoir ne fut pas facile, et il lui fallut des années de conquête et de manœuvres politiques. Mais lorsqu'il sécurisa son règne au IXe siècle, il posa les bases d'une Norvège unifiée. L'héritage de Harald est celui de la consolidation, transformant une terre fragmentée en un seul royaume qui deviendrait un acteur puissant dans le monde viking. Olaf Tryggvason est un autre roi légendaire viking qui laissa une empreinte durable sur la Norvège. Le règne d'Olaf, qui débuta à la fin du Xe siècle, fut défini par sa mission de convertir la Norvège au christianisme. Ses efforts de conversion furent brutaux et il utilisa à la fois la diplomatie et la force pour imposer la foi chrétienne au peuple norvégien. Le règne d'Olaf fut court, car il fut tué au combat contre une coalition de chefs vikings opposés à sa campagne de conversion, mais ses efforts pour christianiser la Norvège eurent des conséquences durables. L'héritage d'Olaf se fit sentir longtemps après sa mort, alors que le christianisme commença lentement à prendre racine en Scandinavie, changeant le monde viking à jamais. En Danemark, le roi Sweyn Forkbeard se distingua comme l'un des dirigeants vikings les plus ambitieux. Le règne de Sweyn au Danemark fut marqué par une expansion constante et des conquêtes. Il est peu être le plus connu pour son invasion de l'Angleterre, ce qui mena à son règne bref en tant que roi d'Angleterre au début du XIe siècle. Les conquêtes de Sweyn furent impitoyables, mais sa capacité à établir son contrôle sur de vastes territoires montra sa puissance en tant que leader. Son fils, Knut le Grand, allait devenir l'un des rois vikings les plus réussis de l'histoire, régnant sur l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et une partie de la Suède, un empire qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe du Nord. Les chefs jouaient également un rôle crucial dans la société viking. Tandis que les rois gouvernaient de vastes territoires, les chefs étaient les leaders locaux, les guerriers et tacticiens qui commandaient de petits groupes mais influents de guerriers vikings. Ces chefs étaient souvent ceux qui menaient les raids, formaient des alliances et décidaient du destin de leur peuple. Les chefs n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des leaders communautaires jouant un rôle essentiel dans la vie quotidienne du monde viking. Guthrum, un chef de guerre danois et le leader de la grande armée païenne, est un exemple d'un puissant chef qui façonna l'histoire viking. Il mena la conquête viking de la majeure partie de l'Angleterre, et après sa victoire sur le roi Alfred le Grand, Guthrum conclut la paix avec les Anglo-Saxons et se convertit au christianisme. Sa conversion marqua un tournant important dans la relation entre les Vikings et les Anglo-Saxons, l'un des nombreux exemples où les dirigeants vikings s'adaptèrent au monde changeant autour d'eux. Ces rois et chefs vikings ne se contentèrent pas de façonner le destin de leur peuple, ils altérèrent le cours de l'histoire. Ils bâtirent des royaumes, étendirent leur territoire et établirent des cultures qui vivraient pendant des siècles. Ils étaient non seulement des guerriers, mais aussi des hommes d'État, des stratèges et des explorateurs qui comprenaient les complexités du leadership dans un monde en rapide évolution. Sans leur leadership, l'âge viking aurait été bien différent, et le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui serait méconnaissable. Les rois et chefs vikings étaient motivés par une combinaison d'ambition, de vision et de désir de gloire. Mais leur héritage ne se limite pas à leurs conquêtes ou leurs raids.
Il s'agit de leur capacité à unir des tribus disparates, à façonner des cultures et à créer des empires qui laissèrent une marque indélébile sur l'Europe. En regardant le monde viking, il est clair. Les leaders qui s'élevèrent au pouvoir dans cet âge sauvage et imprévisible étaient aussi extraordinaires que le monde qu'ils ont aidé à façonner. Mythes et légendes vikings. Comment leurs croyances ont façonné l'histoire? Vous êtes-vous déjà demandé comment un peuple si féroce sur le champ de bataille pouvait être aussi connecté à leurs idoles, mythes et légendes? Les Vikings ne se contentaient pas de piller, conquérir et explorer. Ils ont construit une culture autour de récits qui nous captivent encore aujourd'hui. Ces histoires, pleines d'idoles, de géants et de héros, ont façonné la manière dont les Vikings voyaient leur monde et leur place en lui. Revenons dans le temps, à un monde où les idoles n'étaient pas des figures lointaines, mais des êtres vivants qui marchaient parmi les gens, influençant chaque mouvement. Odin, Thor, Freyja, ces idoles n'étaient pas seulement des mythes mais des leçons, des modèles pour la vie. Odin, roi de la sagesse et de la guerre, représentait la connaissance et le coup du pouvoir. Thor, avec son marteau, était le protecteur, veillant contre le chaos. Freyja, reine de l'amour, de la fertilité et de la guerre, symbolisait l'équilibre dans les éléments les plus féroces de la vie. Prenez l'histoire du Ragnarok, la fin du monde. Pour les Vikings, ce n'était pas qu'un destin tragique. Cela reflétait leur vision de la vie elle-même. Naissance, croissance, mort et renaissance. Même les idoles tombaient, mais des cendres renaîtrait un monde nouveau. C'était un rappel que, peu importe à quel point les jours peuvent être sombres, une nouvelle aube viendra toujours. Les Vikings croyaient aussi en des créatures comme les elfes, les trolls et les géants, dont les pouvoirs influençaient la vie quotidienne. Les elfes étaient les protecteurs de la nature, apportant bonne ou mauvaise fortune, tandis que les géants représentaient le chaos et la destruction, ennemis éternels des idoles. Ces forces surnaturelles reflétaient leur émerveillement devant la nature et leur lutte constante contre des forces au-delà de leur contrôle. Les mythes vikings ont influencé leur approche de la mort. Mourir au combat était un honneur, choisi par les Valkyries pour rejoindre Odin au Valhalla. La mort n'était pas une fin, mais une transition vers une existence plus grande. Leurs croyances ont façonné leurs explorations et leurs raids, voyant le monde comme une aventure où les héros pouvaient inscrire leur nom dans l'histoire. Les sagas, des récits épiques d'idoles et de héros, enseignaient la loyauté, l'honneur et le courage et formaient la base de l'identité viking. L'impact des mythes vikings se fait encore sentir aujourd'hui, influençant la culture scandinave et inspirant la littérature et le cinéma moderne. Les Vikings étaient bien plus que de féroces guerriers. Ils étaient un peuple dont la vision du monde était façonnée par le mythe, et cet esprit vit encore dans les histoires que nous racontons aujourd'hui. Le Drakkar viking. La clé de leur succès en mer, lorsque vous pensez aux Vikings, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Il y a de fortes chances que ce soit un long navire élégant fendillant les eaux glacées, ses voiles gonflées par le vent, des guerriers à bord, les yeux fixés sur des rivages lointains. Mais qu'est-ce qui rendait ces Drakkars si extraordinaires? Laissez-moi vous emmener à une époque où ces navires n'étaient pas seulement des vaisseaux, ils étaient des bouées de sauvetage. Les Vikings ne se contentaient pas de naviguer, ils ont conquis, exploré et construit des royaumes entiers sur ces chefs-d'œuvre de l'ingénierie. Imaginez-vous debout au bord d'un fjord en Scandinavie, regardant un navire comme vous n'en avez jamais vu. Étroit, long et fait de bois à la fois solide et flexible, il a été conçu pour la vitesse et l'agilité. Le Drakkar viking était une merveille de la construction navale ancienne, capable de fendre l'eau comme un couteau. Mais la vitesse n'était pas sa seule arme. Il pouvait également naviguer dans des rivières peu profondes, rendant inaccessible aucun endroit pour les riders ou commerçants vikings. Les navires étaient construits selon une technique appelée construction en clin, où les planches se chevauchaient,
rendant la coque à la fois solide et flexible. Cela était crucial pour survivre aux mers agitées. Diriger un de ces navires dans des eaux orageuses, avec des centaines d'hommes ramant en synchronie, nécessitait des compétences incroyables. Ce n'était pas seulement de l'artisanat, c'était le savoir-faire des marins. Le drakkar n'était pas seulement un outil de guerre, il incarnait la culture viking. Conçu pour la vitesse, il était essentiel pour leur raid. Ces navires ont aussi permis aux Vikings d'explorer, atteignant l'Amérique du Nord à l'ouest et Constantinople à l'est. L'empire viking n'a pas été construit uniquement sur la terre, mais aussi sur l'eau. Le drakkar a joué un rôle au-delà de la bataille. Il a permis aux Vikings de fonder de nouvelles vies dans des terres étrangères, essentielles pour le commerce et même la colonisation. Sans le drakkar, il est peu probable qu'ils aient pu atteindre les îles britanniques, l'Irlande ou la Russie. Ce n'était pas seulement un outil de guerre, c'était le centre des traditions funéraires vikings, symbolisant leur croyance en l'au-delà. Le drakkar viking reste un symbole de leur pouvoir, de leur exploration et de leur volonté inébranlable de conquérir. Les premiers raids vikings. Le choc de Lindisfarne en 783 après J.C. L'année 783 après J.C. marque un moment dans l'histoire si dramatique qu'il résonnerait pendant des siècles. Imaginez ceci, les rivages verdoyants du Northumbria, en Angleterre, baignés dans la tranquillité d'un matin d'été. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, cultivant la terre, priant, menant des vies simples mais significatives. Et puis, en un instant, cette tranquillité est brisée par le rugissement tonitruant des navires fendant les vagues. Les pillards vikings sont arrivés. Le raid sur Lindisfarne, ou le choc de Lindisfarne, est souvent considéré comme le début de l'ère viking, mais c'était bien plus que le commencement d'un nouveau chapitre. Pour les habitants de Northumbria, c'était un moment de terreur. Les Vikings, dirigés par des hommes du nord de ce qui est aujourd'hui la Scandinavie, arrivèrent avec le feu et le sang, laissant les locaux se précipiter dans la peur. Le raid fut un signal d'alarme. Le monde savait désormais que les Vikings étaient une force avec laquelle il fallait compter. Le monastère de Lindisfarne n'était pas seulement un lieu de culte, c'était un symbole de paix, de savoir et de foi chrétienne. Mais ce jour-là, tout changea. Les Vikings arrivèrent tôt le matin, pillèrent le monastère et détruisirent ce que les moines tenaient pour sacré. Ils ne recherchaient pas uniquement de l'or, ils frappaient au cœur d'une civilisation chrétienne. Cette attaque fit des vagues à travers l'Europe. Imaginez être l'un des moines, vous réveiller au son des longs navires vikings qui accostent. La vue devait être terrifiante, les gigantesques navires à tête de dragon, leurs équipages brandissant des haches et des épées. Les moines n'avaient pas d'armes, aucun moyen de se défendre. Leur seule option était de se disperser dans les collines, espérant survivre. Les Vikings ne montrèrent aucune clémence, ils brûlèrent les bâtiments et détruisirent des manuscrits précieux. Ce fut une destruction qui envoya des frissons à travers l'Europe. Les Vikings frappèrent encore et encore, semant la terreur. Ce qui commença comme un raid unique se transforma en des assauts incessants, et pendant des décennies, la réputation des Vikings pour leur violence se propagea comme une traînée de poudre. Pourquoi les Vikings ont-ils ciblé Lindisfarne? Ce n'était pas seulement pour le trésor. Lindisfarne représentait l'influence croissante du christianisme, et de nombreux Vikings, qui étaient païens, considéraient la propagation du christianisme comme une menace. Le raid n'était pas uniquement une question de richesse, il s'agissait d'affirmer leur domination sur le nouvel ordre chrétien. L'impact de Lindisfarne résonna à travers les siècles. Pour les anglo-saxons, cela marquait le début d'une longue et douloureuse lutte pour défendre leurs terres. Pour les Vikings, c'était un signe des choses à venir des raids, des conquêtes et la construction de royaumes qui allaient redéfinir l'Europe. La grande armée païenne, l'invasion la plus redoutable des Vikings, imaginez ceci. L'année est 879 et les royaumes anglo-saxons d'Angleterre vivent dans une paix fragile. Les champs sont verts
et les villages bourdonnent de vie jusqu'à ce qu'en un instant, une tempête de terreur s'abatte sur eux. En provenance du nord, une armée différente de tout ce qu'ils ont pu affronter approche, la grande armée païenne. Ce n'était pas simplement un autre raid viking. La grande armée païenne était une force organisée et bien équipée, en mission pour conquérir et gouverner. Dirigée par Ivar le Sans-Os, l'un des commandants vikings les plus redoutés, c'était une coalition de Norvégiens, Danois et Suédois. Ils ne recherchaient pas seulement des richesses, ils étaient déterminés à prendre l'Angleterre. Les racines de la grande armée païenne se trouvent dans les décennies de raids vikings. Dès 875, les royaumes anglais étaient affaiblis par des menaces constantes, et le roi Ethelred de Wessex avait tenté de calmer les Vikings avec de l'or. Mais ce n'était plus une question de pot de vin, il s'agissait d'une invasion à grande échelle. En 875, la grande armée païenne prend la mer et débarque en East Anglia. Leur discipline et leur détermination étaient terrifiantes. Pendant les années suivantes, ils écrasèrent systématiquement les royaumes anglo-saxons. Les Vikings étaient unis dans leur but, tandis que les anglo-saxons étaient divisés et affaiblis par des conflits internes. En 879, le roi Ethelred de Wessex se réfugia dans ses forteresses alors que les Vikings capturaient York et vainquaient le roi Hel de Northumbria. L'un des moments les plus infâmes fut l'exécution brutale du roi Hel par Ivar, qui lui infligea le rituel de l'aigle de sang, une méthode horrible qui choqua l'Angleterre. Malgré la dévastation, les Vikings ne se contentèrent pas de détruire, ils bâtirent. Ils établirent le Danelaw, une zone sous contrôle viking dans le nord et l'est de l'Angleterre. Leur influence durerait des siècles. En 891, le roi Alfred le Grand de Wessex inversa la tendance avec des campagnes défensives stratégiques. En 882, la grande armée païenne se scinda, mais leur héritage en Angleterre perdura. Les Vikings avaient laissé une marque indélébile sur l'Angleterre, façonnant son avenir pour les générations à venir. La colonisation viking en Irlande, une nouvelle ère pour l'île d'Émeraude. Imaginez ceci. Nous sommes en 832 après JC, et l'Irlande, connue pour ses collines verdoyantes et sa culture vibrante, s'apprête à changer à jamais. Les côtes, autrefois intactes, ressentent maintenant les tremblements des longs navires vikings fendant les vagues. Ce qui suit est une histoire de transformation d'un peuple et d'une île entière. Les Vikings s'étaient déjà fait un nom avec des raids à travers les îles britanniques et l'Europe. Mais ils ne se contentaient pas de piller, ils apportaient quelque chose d'autre avec eux, la colonisation. L'Irlande était un patchwork de tribus et de royaumes rivaux, mais avec l'arrivée des Vikings, tout commença à changer. Les Vikings ne se contentaient pas de terroriser les côtes. Ils voulaient rester. Ils voulaient construire et faire de l'Irlande leur propre terre. Tout commença avec Dublin. Aujourd'hui, Dublin est une capitale animée, mais à l'époque, c'était une petite colonie viking. Elle devint rapidement l'un des centres commerciaux vikings les plus importants d'Europe, un carrefour puissant où les biens affluaient de tous horizons, créant une rencontre de culture, de commerce et de conflits. Les Vikings apportèrent non seulement des bateaux et des épées, mais aussi leur culture, leur technologie et leur langue. Leurs longs navires leur permettaient de naviguer dans les rivières d'Irlande, atteignant des endroits auparavant isolés. Au fur et à mesure qu'ils établissaient des colonies, les cultures irlandaises et vikings commencèrent à s'entrelacer. Ce qui avait commencé comme une relation tendue entre pilleurs et victimes devint un échange mutuel. Dublin n'était pas la seule colonie viking. Ils établirent des bastions à Wexford, Waterford et Limerick. Ces villes, autrefois indépendantes, faisaient maintenant face à la puissance viking en tant que colonisateurs. Les Vikings introduisirent une nouvelle gouvernance, posant les bases de l'urbanisation. Là où il y avait autrefois des villages ruraux, des villes animées avec des marchés et des artisans émergèrent. Ils apportèrent la monnaie,
transformant l'économie irlandaise d'un système de troc à une économie fondée sur le commerce et la monnaie. Culturellement, les Vikings laissèrent leur empreinte. La langue irlandaise incorpora des mots du vieux norrois et des toponymes vikings comme Waterford et Wexford, parsemant encore le paysage aujourd'hui. Ils influencèrent également le travail du métal et les bijoux irlandais. Le changement le plus significatif fut l'impact des Vikings sur la guerre en Irlande. Ils révolutionnèrent les tactiques militaires, utilisant leurs longs navires pour les raids, le transport et les batailles stratégiques. Leur influence résonnerait dans l'histoire militaire irlandaise pendant des siècles. Malgré cela, la résistance irlandaise à la domination viking fut constante. Bien que les Vikings finissent par s'assimiler, leur présence transforma l'Irlande à jamais. Ils jetèrent les bases de la prospérité future de l'île, créant des connexions durables du mer du Nord à la Méditerranée. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux Vikings, souvenez-vous d'eux comme des colons et des bâtisseurs, pas seulement des pilleurs. Leur héritage en Irlande est tissé dans le tissu même de la terre. Les guerres vikings et anglo-saxonnes, la lutte pour le trône d'Angleterre. Imaginez-vous debout sur les rives boueuses d'une rivière en Angleterre, observant une flotte de dracars vikings émergeant de la brume, leurs proues en forme de dragon fendant l'eau telle une lance. Les guerriers à bord sont féroces et déterminés, prêts à se battre pour leur place dans l'histoire. Mais de l'autre côté, l'armée anglo-saxonne tient fermement sa position, formant un mur de boucliers avec des hommes serrés, leurs épées et lances levées en défi. Ce n'est pas juste une bataille, c'est la lutte pour le contrôle d'un royaume qui définirait l'avenir de l'Angleterre. Le conflit entre les Vikings et les Anglo-Saxons n'était pas qu'une série de raids ou de batailles, mais bien une guerre pour le trône d'Angleterre lui-même. Pendant une grande partie du début de l'âge viking, les Norvégiens étaient vus comme de cruels envahisseurs, pillant les côtes de la Grande-Bretagne. Mais au fur et à mesure que le IXe siècle avançait, les Vikings commencèrent à se transformer de simples pillards en prétendant au pouvoir. Et les Anglo-Saxons, dont les royaumes gouvernaient l'Angleterre depuis longtemps, n'étaient pas prêts à abandonner leur couronne sans se battre. Tout a commencé avec les raids vikings, qui commencèrent à la fin du 8e siècle, avec le choc de Lindisfarne en 793 après Jésus-Christ. Ce raid marqua le début d'une vague d'attaques norvégiennes sur l'Angleterre, et il ne fallut pas longtemps pour que les Vikings réalisent les richesses et le potentiel des royaumes anglo-saxons. Dans les premières années, les Vikings étaient principalement intéressés par le pillage, attaquant des monastères et des villages, mais rapidement, leur attention se tourna vers quelque chose de beaucoup plus grand. Le trône d'Angleterre. La clé de cette lutte fut un homme nommé Alfred le Grand, roi du Wessex. Bien que les Vikings aient déjà fait des incursions importantes dans le nord et l'est de l'Angleterre, Alfred était déterminé à les arrêter. Son royaume, le Wessex, était l'un des derniers bastions anglo-saxons à résister à l'avancée viking. Alfred était un stratège habile et un leader talentueux. Il comprenait que les Vikings n'étaient pas seulement là pour piller, ils cherchaient à s'installer et avaient des yeux rivés sur le trône d'Angleterre. La bataille d'Alfred pour protéger le Wessex fut un tournant dans le conflit. En 878, après une défaite dévastatrice à la bataille d'Eddington, Alfred força le chef viking Guthrum à accepter un traité de paix. Le traité de Wedmore mena à la création de la Danelaw, une région du nord et de l'est de l'Angleterre, sous contrôle viking. Bien qu'Alfred ait remporté une victoire majeure, les Vikings contrôlaient toujours une grande partie du pays et la lutte pour le trône d'Angleterre était loin d'être terminée. Les successeurs d'Alfred, cependant, ne réussirent pas à maintenir la paix. Au Xe siècle, les raids vikings reprirent de plus belle, et cette fois, les Vikings n'étaient plus seulement intéressés par le pillage, ils voulaient le contrôle. Le plus significatif de ces chefs vikings fut Sweyn Forkbeard, roi du Danemark, qui chercha à unir toute l'Angleterre sous son règne. Son fils, Knut le Grand, finirait par réussir là où son père avait échoué,
en sécurisant le trône d'Angleterre en 1066 après la mort du roi Edmund Ironside, l'un des prétendants anglo-saxons. Le règne de Knut marqua un moment clé dans le conflit viking anglo-saxon. Le roi viking régna sur une Angleterre unifiée pendant près de 2 décennies et sous son règne, le pays connut une période de stabilité relative. Mais la victoire des Vikings fut de courte durée. Après la mort de Knut en 1035, les rois anglo-saxons commencèrent à reconquérir leurs terres, et la prise de l'Angleterre par les Vikings commença à s'effriter. Le dernier chapitre de cette lutte épique se déroula en 1066 lorsque le dernier roi viking, Harald Hardrada de Norvège, revendiqua le trône anglais. Hardrada, descendant des grands rois vikings, croyait avoir un droit légitime au trône, et il envahit l'Angleterre avec une grande flotte. Cependant, ses forces furent vaincues par le roi anglo-saxon Harold Godwinson lors de la bataille de Stamford Bridge. La mort de Hardrada marqua la fin des tentatives vikings de régner sur l'Angleterre. Mais comme si le destin jouait avec les Vikings une dernière fois, la même année vit l'invasion normande de l'Angleterre. Dirigée par Guillaume le Conquérant, les Normands qui étaient à l'origine des colons vikings du nord de la France envahirent et vainquirent Harold Godwinson lors de la bataille de Hastings. Dans un coup de théâtre ironique, ce sont les descendants des Vikings qui avaient autrefois cherché à revendiquer le trône anglais qui réussirent à le faire. Mais sous la bannière des Normands plutôt que des Norvégiens, les guerres vikings et anglo-saxonnes n'étaient pas seulement une question de bataille et de sang versé. Il s'agissait du choc des cultures, du désir de pouvoir et de la formation du destin d'une nation. Pour les Vikings, il ne s'agissait pas seulement de piller, il s'agissait de se tailler une place dans une terre qu'ils considéraient prête à être prise. Pour les Anglo-Saxons, c'était une lutte pour préserver leur mode de vie, défendre leur roi et leurs terres contre des envahisseurs étrangers. Et à la fin, les Vikings laissèrent leur marque sur l'Angleterre, tant sur les terres qu'ils ont conquises que sur les peuples qu'ils ont gouvernés. La Danello, bien qu'ultimement absorbée dans l'Angleterre anglo-saxonne, laissa un héritage d'influence viking qui peut encore être vu dans les noms de lieux, les lois et les coutumes du nord et de l'est de l'Angleterre. Les Vikings ont être perdu leur bataille pour le trône d'Angleterre, mais leur histoire est à jamais liée à l'histoire du royaume qu'ils cherchaient à conquérir. Le rôle des femmes dans la société viking. Des Shield Maidens aux dirigeantes, imaginez ceci. Une femme se tenant fièrement, un bouclier dans une main et une épée dans l'autre, les yeux pleins de détermination. Le clang du métal contre le métal résonne dans l'air tandis qu'elle charge dans la bataille, ses longs cheveux flottant derrière elle comme une bannière. Cela ressemble à des légendes, n'est-ce pas? Mais dans la société viking, des femmes comme celle-ci n'étaient pas juste l'apanage des mythes. En réalité, le rôle des femmes dans la société viking était bien plus complexe et puissant que ce que la plupart des gens réalisent. D'abord, il ne faut pas se méprendre, le monde viking n'était pas uniquement celui des Shield Maidens se battant aux côtés des hommes. Mais il y a quelque chose de spécial dans la manière dont les femmes vikings étaient perçues et dans les rôles vitaux qu'elles jouaient dans leur communauté, que ce soit dans la bataille, la politique ou la vie quotidienne. Elles n'étaient pas des figures passives, et bien qu'elles vivaient dans une société largement dominée par les hommes, elles s'étaient créées des espaces de pouvoir et d'influence de manière unique pour l'époque. Commençons par parler des Shield Maidens, l'image emblématique des femmes vikings en tant que guerrières. Bien que les preuves historiques pour les Shield Maidens soient quelque peu floues, il ne fait aucun doute que certaines femmes ont effectivement combattu. L'exemple le plus célèbre est Lagertha, une figure légendaire souvent décrite comme une guerrière féroce dans les sagas. Les sagas et la poésie viking parlent de femmes montant au combat, dirigeant leurs propres troupes ou combattant aux côtés des hommes. Ces femmes n'étaient pas seulement des guerrières, elles étaient des symboles de force, d'honneur et de bravoure. Et bien que le nombre réel de femmes guerrières ait probablement été faible, ces histoires donnaient aux femmes vikings un sens de pouvoir et d'autonomie
qui était rare dans de nombreuses autres sociétés de l'époque. Mais être une femme viking ne signifiait pas seulement prendre une épée et un bouclier. Les femmes dans la société viking étaient souvent l'épine dorsale du foyer. Le rôle de la maîtresse de maison était incroyablement important, et les femmes étaient responsables de la gestion du foyer, de l'éducation des enfants et de la supervision des activités quotidiennes de la famille. Elles étaient habiles dans la cuisine, le tissage et la fabrication de bière, et leur maison servait souvent de centre de production et de commerce. L'économie viking était largement basée sur l'agriculture, et les femmes jouaient un rôle clé dans l'agriculture, en s'occupant des animaux et en conservant les aliments pour les hivers rigoureux. Au-delà du foyer, les femmes vikings étaient également impliquées dans le commerce. Les vikings étaient des commerçants exceptionnels, et leur réseau s'étendait à travers l'Europe et jusqu'au Moyen-Orient. Les femmes jouaient un rôle actif dans ces routes commerciales, en particulier dans les marchés des villes et des villages. Elles vendaient des marchandises, commerçaient avec d'autres cultures, et dans certains cas, géraient des affaires. Les femmes vikings jouissaient d'une grande liberté en ce qui concerne la gestion de leurs biens et de leurs richesses. Si un homme partait en voyage ou mourait au combat, une femme pouvait prendre en charge son entreprise ou ses terres, un droit plus progressiste que dans beaucoup d'autres sociétés médiévales de l'époque. Les femmes dans la société viking pouvaient également occuper des titres et des positions de pouvoir. Bien que la plupart des rôles de direction soient occupés par des hommes, il y avait des exceptions. Certaines femmes sont devenues dirigeantes ou ont occupé des postes politiques importants, notamment en Scandinavie. Par exemple, la célèbre reine viking Astrid fut une figure clé dans l'histoire royale de la Suède. Dans certains cas, les femmes régnaient à la place de leurs maris lorsqu'ils étaient partis en raid viking ou en mission commerciale. Ces femmes n'étaient pas de simples figures décoratives. Elles étaient des dirigeantes actives qui prenaient des décisions importantes concernant la guerre, les alliances et la législation. Il y avait aussi le concept de skald, un poète et historien dans la culture viking. Bien que de nombreux skalds étaient des hommes, certaines femmes occupaient également ce rôle, préservant l'histoire à travers des récits et des chants. Ces femmes étaient très respectées pour leurs capacités intellectuelles et leur rôle dans le maintien des traditions culturelles des Vikings. Les histoires des skalds parlaient souvent de héros vikings, d'idoles et de batailles, mais elles reflétaient aussi les valeurs et les rôles des femmes dans la société viking, illustrant la complexité de leur vie. Bien sûr, toutes les femmes vikings n'étaient pas impliquées dans la guerre ou la politique. Beaucoup menaient des vies tranquilles et dignes, mais leur influence était tout de même profonde. Les femmes étaient essentielles pour façonner la culture et les traditions de la société viking. Leur travail à la maison garantissait que la communauté fonctionnait de manière fluide. Elles transmettaient les traditions, les histoires orales et les pratiques religieuses à la génération suivante. Les femmes jouaient également des rôles importants dans la religion viking, servant de prêtresses et de dirigeantes spirituelles dans certains cas. Ces femmes étaient vues comme des médiatrices entre les idoles et les gens, accomplissant des rituels et des cérémonies pour assurer le bien-être de la communauté. Cependant, comme dans de nombreuses autres sociétés patriarcales, les femmes vikings étaient souvent limitées par des attentes sociales. Elles ne pouvaient pas combattre dans toutes les batailles et elles ne pouvaient pas régner sur tous les royaumes. Pourtant, le monde viking leur permettait bien plus de liberté et d'autonomie que beaucoup d'autres cultures de l'époque. Les femmes avaient le pouvoir de divorcer, d'hériter de biens et de diriger par elles-mêmes. Mais peut être l'un des aspects les plus fascinants des femmes vikings était leur rôle dans l'au-delà. Selon la croyance viking, les femmes pouvaient monter au Valhalla, la grande salle des morts, où elles étaient honorées en tant que guerrières aux côtés des hommes. Ces femmes étaient appelées Valkyries, elles choisissaient quel guerrier mourrait au combat et qui serait emmené au Valhalla. Les Valkyries étaient à la fois redoutées et vénérées, car elles détenaient le pouvoir de la vie et de la mort. Le rôle des femmes dans la société viking n'était pas confiné à une seule narration.
Des guerrières aux dirigeantes, des commerçantes aux skaldes, elles ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. L'ère viking peut être connue pour ses guerriers et ses rois, mais les femmes qui y ont vécu étaient tout aussi influentes, exerçant le pouvoir à leur manière unique. Leur force, leur résilience et leur adaptabilité témoignent du rôle vital qu'elles ont joué pour façonner le monde viking, un rôle qui, bien qu'il soit souvent éclipsé, était tout aussi essentiel à l'héritage des Vikings que n'importe quelle bataille gagnée ou royaume conquis. L'influence des Vikings sur la Russie, l'émergence de la Russe de Kiev, imaginez une époque où de vastes rivières, serpentant à travers des forêts denses et des steppes sauvages, étaient les autoroutes de l'Europe ancienne. Le long de ces voies navigables, une nouvelle puissance émergeait, une puissance qui allait changer le cours de l'histoire. Ce sont les terres des Slaves de l'Est, où les premières graines de ce qui deviendra plus tard la Russie était en train d'être semée. Et dans ce monde arrivèrent les Vikings, des marins, des commerçants et des guerriers qui jouèrent un rôle déterminant dans la naissance de la Russe de Kiev, l'un des États médiévaux les plus influents de l'Europe de l'Est. L'histoire commence au IXe siècle, à une époque où les tribus slaves de l'Est vivaient dans une société fragmentée et décentralisée. Elles étaient dispersées à travers de vastes territoires, parfois unis, souvent divisés, et constamment menacés par des tribus nomades voisines, comme les Khazars et les Péchénègues. Les Slaves de l'Est n'étaient pas encore un peuple unifié, et leurs dirigeants peinaient à maintenir le contrôle sur leurs terres. Mais les rivières, en particulier le Dniepr et la Volga, offraient une connexion cruciale avec le monde extérieur. C'est le long de ces voies navigables que les Vikings, connus sous le nom de Varegs, allaient laisser leur empreinte. Les Varegs n'étaient pas seulement des pillards, ils étaient des commerçants habiles, des navigateurs et des chefs militaires. Leur drakkar leur permettait de voyager profondément en Europe de l'Est, atteignant aussi loin que l'Empire byzantin au sud et l'Arctique au nord. Les Varegs, principalement originaires de la Scandinavie moderne, en particulier de Suède, commerçaient le long de ces rivières depuis des décennies avant de commencer à s'établir en tant que dirigeants dans la région. Mais c'est au milieu du IXe siècle que les tribus slaves, confrontées à des conflits internes et des menaces extérieures, se tournèrent vers les Vikings pour obtenir de l'aide. La légende raconte que les Slaves invitèrent les Varegs à régner sur eux, leur demandant d'apporter ordre et stabilité dans la région. Le plus célèbre de ces chefs vikings fut Rurik, un chef que l'on considère souvent comme le fondateur de l'État russe. Selon la chronique primaire, un récit historique des débuts de l'histoire slave, les Slaves envoyèrent une délégation à Rurik, lui demandant de devenir leur roi. Rurik et ses frères Cinéus et Truvor acceptèrent l'invitation, et en 863, ils établirent une base dans la ville de Novgorod. Cela marqua le début de la dynastie des Rurikides, qui régnerait sur la Russie pendant des siècles. Mais l'influence de Rurik n'était que le début. Ses successeurs, notamment son descendant Oleg de Novgorod, jouèrent un rôle encore plus important dans la formation de la Russe de Kiev. Oleg, connu pour sa ruse militaire, étendit l'influence viking vers le sud, conquérant la ville de Kiev en 906. Kiev, stratégiquement située sur le Dniepr, devint le nouveau cœur de la Russe de Kiev, et c'est ici que le premier État slave unifié allait émerger. Sous la direction d'Oleg et de ses successeurs, la Russe de Kiev commença à prendre forme en tant qu'État puissant et centralisé. Les Vikings apportèrent non seulement leur habileté militaire, mais aussi leur réseau de gouvernance et de commerce avancé, qui aidèrent l'État naissant à prospérer. Ils établirent des routes commerciales clés entre l'Empire byzantin, le monde islamique et la Scandinavie, faisant de Kiev un centre majeur pour le commerce. Les Vikings introduisirent également de nouvelles méthodes de frappe de monnaie et de taxation, contribuant à établir les bases économiques de la Russe de Kiev. Mais ce n'était pas seulement l'influence militaire et économique que les Vikings apportèrent aux Slaves de l'Est. Ils jouèrent également un rôle crucial
dans la formation de la culture et de l'identité de la région. À mesure que les Vikings s'établissaient sur les terres des Slaves, ils se mariaient avec la population locale, créant un mélange unique de traditions norvégiennes et slaves. Cette fusion culturelle est particulièrement évidente dans l'influence viking sur la classe dirigeante de la Russe de Kiev, qui adopta de nombreuses coutumes vikings, y compris leur tradition martiale et leur vénération pour les idoles du panthéon nordique. Cependant, l'influence viking sur la Russe de Kiev ne se limitait pas à la conquête militaire et à l'échange culturel. L'impact le plus significatif des Vikings fut leur rôle dans la christianisation de la région. À la fin du Xe siècle, le prince Vladimir le Grand, un descendant de Rurik, se convertit au christianisme et commença à diffuser cette nouvelle foi à travers la Russe de Kiev. Cet événement aurait des conséquences profondes, non seulement pour la Russe de Kiev, mais pour toute l'histoire de l'Europe de l'Est. Le christianisme apporta avec lui de nouvelles idées, de nouvelles formes de gouvernance et une nouvelle relation avec l'Empire byzantin. L'héritage des Vikings dans la Russe de Kiev peut encore être vu aujourd'hui, non seulement en Russie, mais dans toute l'Europe de l'Est. L'État qui émergea de cette fusion viking-slave allait devenir la base de l'Empire russe et, plus tard, de la Fédération de Russie moderne. La dynastie des Rurikides, dont les racines remontent à Rurik lui-même, régna sur la Russie pendant plus de 7 siècles, faisant d'elle l'une des dynasties les plus longues de l'histoire. Ainsi, lorsque l'on regarde l'essor de la Russe de Kiev, il est clair que les Vikings n'étaient pas seulement des pillards, ils étaient des architectes de l'histoire. Ils apportèrent avec eux les graines d'une nouvelle civilisation qui allait façonner l'avenir de l'Europe de l'Est pour les siècles à venir. De la fondation de Novgorod à la christianisation de la Russe de Kiev, l'influence des Vikings sur la Russie est indéniable, et leur héritage continue de résonner dans le cœur de la nation aujourd'hui. Le paganisme viking versus le christianisme, le combat des croyances. Imaginez une scène d'il y a des siècles, dans un monde où les idoles et les reines étaient aussi réels que la terre sous vos pieds. L'air est épais de l'odeur de l'encens brûlé, du clang du métal contre le métal et du rythme des tambours. Dans un coin du monde, des guerriers vikings se tiennent fièrement, invoquant leurs idoles, Thor avec son marteau et Odin avec sa sagesse. Mais à travers les mers, une nouvelle croyance prend racine, une croyance qui promet le salut non par la force et la valeur, mais par la grâce et la foi. C'était le choc des croyances entre le paganisme viking et le christianisme, une guerre spirituelle qui allait façonner l'histoire du nord de l'Europe. Pour les Vikings, leur religion païenne était indissociable de leur mode de vie. Leurs idoles n'étaient pas lointaines ou abstraites, elles étaient féroces, présentes, prêtes à intervenir dans le monde des hommes. Odin, le père de tous, était le roi de la sagesse, de la guerre et de la mort. Thor, son fils, était le protecteur, brandissant son puissant marteau pour défendre le monde contre les géants. Freyja, la reine de l'amour et de la fertilité, jouait un rôle essentiel dans la vie des gens, tout comme d'innombrables autres divinités et esprits liés à la nature, au destin et au cycle des saisons. Ces idoles n'étaient pas seulement vénérées dans des temples ou à travers des rituels, elles étaient honorées dans la vie quotidienne. Les Vikings croyaient que leur destin était lié à ces idoles, et leurs actions dans la vie, particulièrement sur le champ de bataille, pouvaient déterminer leur sort après la mort. Le rêve d'un guerrier était de mourir au combat et d'être emmené au Valhalla, la salle des morts, où il festoierait avec les idoles jusqu'à la fin du monde. Cette croyance rendait les guerriers vikings sans peur face à la mort, la voyant comme une passerelle vers une gloire éternelle. Puis arriva le christianisme, qui se répandait à travers l'Europe avec la promesse d'un seul Dieu tout-puissant offrant la vie éternelle au paradis. C'était un message de paix, d'amour et de pardon, un contraste saisissant avec la vision du monde rude et guerrière des Vikings. Au début, les Vikings n'étaient guère intéressés par cette foi étrangère. Ils avaient leurs propres idoles, leurs propres rituels
et leur propre sens du but. Le christianisme, avec ses enseignements doux et ses rituels inconnus, leur semblait faible et naïf, inadapté à une culture guerrière qui valorisait la force et l'honneur avant tout. Les premières rencontres entre les deux croyances ne furent pas pacifiques. À mesure que le christianisme commençait à se répandre au IXe et Xe siècle, les Vikings attaquèrent les monastères chrétiens, les voyant comme des cibles faciles, riches et sans protection guerrière. Le raid emblématique du monastère de Lindisfarne en 793 après J.C., l'un des premiers et des plus choquants, est souvent perçu comme le début de l'âge viking. Pour les Vikings, les monastères chrétiens étaient des symboles d'une religion qu'ils considéraient comme une menace. Il ne s'agissait pas seulement de pillage. C'était une déclaration de pouvoir et de domination dans un monde où la croyance dans les idoles anciennes était au cœur de leur identité. Mais le christianisme était persistant, et avec le temps, il commença à s'implanter dans la société viking. Le tournant survint avec la conversion des chefs vikings, une manœuvre stratégique qui modifia l'équilibre du pouvoir. Le premier grand roi viking à se convertir au christianisme fut Harald à la Dent Bleue du Danemark au Xe siècle. Sa conversion ne fut pas seulement une affaire personnelle, elle avait aussi une portée politique. En embrassant le christianisme, il gagna des alliés en Europe, et le christianisme commença à se répandre plus rapidement en Scandinavie. Le fils de Harald, Svein Furbar, poursuivit ce processus, bien que son règne fût marqué par plus d'exploits militaires que de dévotion religieuse. La conversion des Vikings ne fut pas un processus instantané. Dans de nombreux cas, ce fut un changement progressif, marqué par une coexistence des deux croyances pendant un certain temps. Les idoles païennes ne furent pas si facilement écartées, et les missionnaires chrétiens durent souvent trouver des moyens d'intégrer les traditions et coutumes locales dans la nouvelle foi. Les anciens rituels païens, comme les sacrifices aux idoles, furent remplacés par des rites chrétiens, mais les Vikings conservèrent leur profonde connexion à la nature et au surnaturel. Un des exemples les plus frappants de cette fusion des croyances peut être vu dans la manière dont certains rois et nobles vikings choisirent d'adopter le christianisme tout en honorant leurs anciennes idoles en secret. En Islande, par exemple, le lawspeaker Adjorgir Ljósvetningagodi, qui joua un rôle crucial dans la conversion de l'Islande au christianisme en l'an 1000, conserva encore des éléments de ses croyances païennes. C'était un équilibre délicat, où le christianisme offrait la promesse de la vie éternelle, mais les anciennes idoles avaient encore une place dans le cœur des gens. Au Xe siècle, le christianisme était fermement ancré dans les terres vikings. Le monde viking se transformait, et avec lui, les croyances qu'il avait autrefois définies. La construction d'églises et l'établissement de rituels chrétiens devinrent plus courants, et les guerriers vikings commencèrent à combattre au nom de l'idole chrétienne plutôt que des idoles nordiques. Pourtant, même si les anciennes pratiques s'éteignaient, l'influence du paganisme viking persistait. Les idoles des Vikings, les récits du Valhalla et l'esprit de guerrier résonnaient toujours dans les cœurs des Scandinaves, même lorsqu'ils embrassaient le christianisme. Cette bataille des croyances ne concernait pas seulement le choc de deux religions, c'était un combat pour l'âme même de la culture viking. Il s'agissait de ce que cela signifiait être un viking. Était-ce la force et l'honneur, ou était-ce la foi et le salut? En fin de compte, le christianisme remporta la guerre, mais le paganisme viking laissa un héritage qui continue de façonner le monde moderne. Les sagas, les idoles et les guerriers sont toujours présents aujourd'hui, non seulement dans les livres d'histoire, mais dans les mythes, la littérature et même l'identité culturelle de la Scandinavie. La transition du paganisme viking au christianisme ne fut pas une simple conversion, c'était une transformation de tout un mode de vie. Et bien que les idoles des Vikings ne soient plus vénérées de la même manière, leurs histoires et leur influence demeurent une partie puissante de l'histoire des peuples nordiques. La Danelaw des Vikings, établir un royaume du Nord en Angleterre, imaginez un temps où l'Angleterre était un patchwork de royaumes différents,
chacun avec ses propres souverains, coutumes et lois. L'île était loin d'être unifiée, avec des guerres constantes et des disputes territoriales. Puis, telle une tempête à l'horizon, vinrent les Vikings des pillards au départ, mais bientôt des souverains, établissant leur propre royaume au cœur de l'Angleterre. C'est ici que l'histoire de la Danelaw commence, un chapitre fascinant de l'histoire viking où les Norvégiens établirent un royaume du Nord au sein de l'Angleterre anglo-saxonne. Le terme Danelaw désigne la région de l'Angleterre où les lois et coutumes vikings avaient cours, une zone gouvernée par des colons vikings après leurs invasions victorieuses. Le nom lui-même est un reflet de l'influence considérable que les Vikings exercèrent sur la terre, et c'est un héritage qui allait façonner la culture, la langue et le système juridique de l'Angleterre pendant des générations. L'établissement de la Danelaw ne se résumait pas à une simple conquête. Il s'agissait de transformations comment les Vikings passèrent de pillards à colons et, finalement, à souverains. Les Vikings ne se contentèrent pas d'apparaître, de prendre ce qu'ils voulaient et de partir. Non, leur raid n'était que le début. Au début du IXe siècle, les Vikings avaient des objectifs bien plus grands que le simple trésor. L'arrivée de la grande armée païenne, en 865, marqua un tournant. Dirigée par des chefs vikings légendaires tels qu'Ivar le Sans-Os, l'armée ne vint pas seulement pour piller cette fois, elle vint pour s'installer. Au cours des années suivantes, ils renversèrent les royaumes anglo-saxons, capturant ville après ville et poussant leur avancée dans le nord de l'Angleterre. Les Vikings ne cherchaient pas seulement à piller, ils voulaient de la terre, du pouvoir et du contrôle. À mesure que les Vikings s'enfonçaient dans le cœur de l'Angleterre, ils commencèrent à délimiter des territoires où ils pouvaient s'établir. Ces régions vinrent à être connues sous le nom de Danelaw, et elles s'étendaient sur une grande partie du nord et de l'est de l'Angleterre. Cette zone comprenait des endroits comme la Northumbrie, l'East Anglie et la Mercie, qui furent tous sous domination viking. Mais établir la Danelaw n'était pas aussi simple que planter un drapeau et revendiquer un territoire. Les Vikings durent faire face à un mélange complexe de résistance anglo-saxonne, de politique locale et de leur propre rivalité interne. Au cœur de la Danelaw se trouvait la ville de York. Autrefois, un puissant royaume anglo-saxon, York devint la capitale viking, un centre de commerce, de culture et de stratégie militaire. Sous la direction des rois vikings, tels qu'Ivar le Sans-Os et plus tard, le tristement célèbre Sweyn Forkbeard et Knut le Grand, la ville prospéra. York devint un carrefour de culture viking et anglo-saxonne, un lieu où les coutumes et lois norvégiennes se mêlaient à celles des Saxons. Mais les Vikings ne régnaient pas seulement par la force militaire, ils apportèrent aussi leur système juridique unique dans les territoires qu'ils contrôlaient. Le droit viking, qui constituerait la base de la Danelaw, était un mélange fascinant de coutumes et de pratiques. Contrairement aux anglo-saxons, qui avaient un système juridique plus centralisé et rigide, les Vikings adhéraient à un modèle plus décentralisé. Les assemblées locales, appelées choses, étaient au cœur du gouvernement viking. Ces rassemblements permettaient aux hommes libres de se réunir, de discuter des questions juridiques et de rendre la justice, et de régler les différends. Dans la Danelaw, les Vikings maintenaient ces traditions, veillant à ce que les communautés locales aient leur mot à dire dans la gestion de leurs affaires. Ce système décentralisé, où les décisions étaient souvent prises par le peuple pour le peuple, contrastait fortement avec l'approche anglo-saxonne, plus hiérarchique. Mais les Vikings n'apportèrent pas seulement leurs lois, ils apportèrent aussi leur langue, qui aurait un impact durable sur la langue anglaise. Au fil du temps, les colons vikings et les anglo-saxons commencèrent à se mélanger, et la langue vieille nordique commença à influencer l'anglais ancien. Le résultat, une langue qui allait devenir l'anglais moyen, avec un vocabulaire qui porte encore les traces de l'influence viking aujourd'hui. De nombreux mots courants en anglais, tels que low, sky et window, trouvent leurs racines dans le vieil norvégien. La Danelaw ne modifiait pas seulement le paysage politique.
elle laissait aussi son empreinte sur la manière dont les gens communiquaient. La vie sous la domination viking dans la Danelaw n'était pas toujours facile, surtout pour les anglo-saxons qui se retrouvaient sous un régime étranger. Mais les Vikings apportèrent avec eux de nouvelles technologies, comme des techniques avancées de construction navale, qui changeraient à jamais le paysage anglais. Ils introduisirent un système de commerce et de commerce plus complexe, ce qui stimula l'économie locale et connecta l'Angleterre à un réseau commercial européen plus vaste. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient aussi des commerçants, des artisans et des agriculteurs qui construisirent des villes et des infrastructures qui duraient bien après la fin de leur règne. Cependant, la Danelaw n'était pas destinée à durer éternellement. À la fin du Xe siècle, les Anglais commencèrent à riposter. L'ascension du roi Alfred le Grand, et plus tard de ses successeurs, marqua le début d'un long processus de reconquête des terres autrefois perdues aux Vikings. Sous Alfred et ses descendants, les Anglo-Saxons commencèrent à reconstruire leurs forces, lançant des campagnes pour reconquérir la Danelaw. Le coup fatal à la Danelaw arriva au début du XIe siècle avec l'ascension de Cnut le Grand. Fils de Sweyn Frockbeard, Cnut devint roi d'Angleterre, unissant les Anglo-Saxons et les Vikings sous un seul règne. Bien qu'il fût d'origine viking, son règne symbolisait la fusion des deux cultures. La Danelaw, en tant que royaume viking distinct, s'effaça lentement au fur et à mesure que le royaume anglais se retrouva une nouvelle fois unifié. Cependant, même si les Vikings ne régnaient plus sur la Danelaw, leur héritage perdura dans les lois, la langue et la culture de l'Angleterre. La Danelaw n'était pas seulement un royaume, c'était un symbole de la manière dont les Vikings passèrent de redoutables envahisseurs à souverains intégrés, posant les fondations de l'avenir de l'Angleterre. L'établissement de la Danelaw fut un moment pivot dans l'histoire de l'Angleterre, qui réunit deux cultures distinctes d'une manière qui redessina le paysage pour toujours. C'était un royaume forgé dans le sang et l'ambition, un royaume qui, malgré son effondrement éventuel, laissa une marque indélébile sur l'histoire de l'Angleterre et de ses habitants. Les Vikings ne se contentèrent pas de conquérir des terres, ils changèrent le cours de l'histoire, laissant un héritage qui résonnera à travers les siècles. La christianisation des Vikings. Comment la religion a changé un peuple? Imaginez la scène. Un guerrier viking, vêtu de fer, les yeux pleins de détermination, se tenant fièrement devant l'autel d'une idole nordique. Le vent hurle autour de lui tandis qu'il prie Odin, cherchant guidance pour son prochain raid. Dans le monde des Vikings, leurs idoles étaient aussi réelles et vitales que l'air qu'ils respiraient. Mais que se passe-t-il lorsqu'un peuple qui vit et meurt par l'épée, dont l'identité est fondée sur des croyances païennes, se tourne soudainement vers une nouvelle religion étrangère? Voici l'histoire de la façon dont le christianisme a changé les Vikings des idoles de la bataille et de l'au-delà à une nouvelle foi de miséricorde, de salut et de grâce divine. Tout commença au Xe siècle, une époque où les raids vikings avaient semé la terreur en Europe. Les Norrois, venus des terres balayées par les vents de Scandinavie, s'étaient fait un nom en tant que guerriers féroces et explorateurs. Mais derrière leur manière guerrière, les Vikings étaient profondément spirituels, avec un panthéon d'idoles qui gouvernait chaque aspect de la vie. Odin, le père sage des idoles, Thor, le protecteur tonnant, et Freya, la reine de l'amour et de la guerre, telles étaient les divinités qui régnaient sur leur monde. Leur mythe était vivant dans chaque raid, chaque bataille et chaque décision prise. La mort était perçue comme un passage, et pour ceux qui mouraient honorablement au combat, la récompense ultime était une place au Valhalla, où ils festoieraient et combattraient pour l'éternité. Cependant, le christianisme, qui s'était lentement répandu à travers l'Europe, commença à s'implanter dans les terres des Norrois. Les premières graines de l'influence chrétienne furent semées par les contacts des Vikings avec les Anglo-Saxons et les Francs. Dès le milieu du IXe siècle, les Vikings rencontrèrent des missionnaires chrétiens en attaquant des monastères. L'idée du christianisme,
avec ses enseignements sur la vie éternelle, la compassion et la promesse de salut, pouvait sembler étrange, voire étrangère à l'esprit viking qui valorisait la force et l'honneur avant tout. Pourtant, malgré leur résistance initiale à cette nouvelle foi, les Vikings commencèrent à entendre son message. Le point de bascule arriva en l'an 956, lorsque le premier souverain scandinave, le roi Harald, à la dent bleue du Danemark, se convertit au christianisme. La conversion de Harald est l'un des moments les plus décisifs de l'histoire viking. Selon la légende, c'est par une combinaison de manœuvres politiques et de croyances authentiques que Harald embrassa la nouvelle foi. Sa décision était à la fois personnelle et politique. Il réalisa qu'en s'alignant avec les rois chrétiens d'Europe, il renforcerait son pouvoir et son influence. Mais le christianisme n'était pas qu'un outil pour gagner des avantages politiques. C'était une religion qui offrait quelque chose de nouveau, une chance de salut, une vie après la mort en paix, et une connexion avec un monde au-delà du royaume chaotique et violent des idoles nordiques. La conversion de Harald posa un précédent pour les autres souverains vikings, et bientôt, le christianisme commença à se répandre à travers la Scandinavie. Cependant, ce ne fut pas un processus facile ou immédiat. Les Vikings étaient un peuple fier, et leur tradition païenne était profondément ancrée. Les anciennes idoles n'étaient pas facilement abandonnées, et de nombreux Vikings s'accrochaient à leurs croyances ancestrales. Mais à mesure que le christianisme commença à prendre pied, les Vikings commencèrent à percevoir les avantages potentiels. La foi chrétienne leur offrait de nouvelles alliances, de la richesse et un moyen de s'intégrer dans les structures de pouvoir croissantes de l'Europe. Pour beaucoup, l'attrait du christianisme n'était pas seulement religieux, mais aussi pragmatique. L'un des événements les plus significatifs dans la christianisation des Vikings se produisit lorsque Olaf Tryggvason, un roi norvégien, adopta le christianisme à la fin du Xe siècle. Olaf était une figure dynamique et énergique, connu pour son audace et son charisme. Il devint un fervent défenseur du christianisme, allant même jusqu'à utiliser la force militaire pour convertir le peuple de Norvège. Il détruisit des temples païens et força ses sujets à accepter la nouvelle foi. La campagne d'Olaf fut brutale, mais elle s'avéra également efficace. À sa mort, en l'an 1005, la Norvège avait largement été convertie au christianisme. La propagation du christianisme parmi les Vikings eut des effets profonds sur leur société et leur culture. D'une part, elle introduisit de nouveaux concepts de morale et d'éthique, différents de ceux de leur culture guerrière. L'accent chrétien sur la paix, la compassion et la charité contrastait avec le code viking qui était fondé sur la force, l'honneur et la vengeance. Ce changement de valeur ne se produisit pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, les enseignements chrétiens commencèrent à façonner la manière dont les Vikings percevaient leur monde. Le christianisme apporta également un changement significatif dans la compréhension viking de l'au-delà. La promesse de Valhalla, un paradis guerrier où ils pouvaient combattre et festoyer pour toujours, ne fut plus l'objectif ultime. À la place, la promesse chrétienne de la vie éternelle au paradis commença à prendre le dessus. Les Vikings, autrefois tellement concentrés sur le fait de gagner une place au Valhalla par leur bravoure au combat, virent maintenant la possibilité d'une paix éternelle en présence de Dieu. Ce changement de focus religieux eut un impact profond sur les guerriers vikings, qui commencèrent à reconsidérer ce que signifiait vivre et mourir honorablement. Être l'un des effets les plus durables de la christianisation des Vikings fut la création d'une nouvelle identité culturelle. À mesure que les Vikings embrassaient le christianisme, ils commencèrent à adopter les coutumes européennes, comme la construction d'églises et l'utilisation de symboles chrétiens. Ils commencèrent même à intégrer des saints chrétiens et des récits dans leur propre folklore. Les anciennes idoles païennes des Norrois commencèrent à s'effacer, remplacées par un nouveau cadre spirituel. Pourtant, malgré cette conversion, les Vikings n'abandonnèrent pas totalement leurs anciennes pratiques. Au contraire,
Ils mélangèrent leur héritage nordique avec leur nouvelle foi chrétienne, créant une fusion unique de cultures qui allait définir la société viking pendant des siècles. La christianisation des Vikings ne fut pas seulement une transformation religieuse, ce fut une révolution culturelle, politique et sociale qui redéfinira le monde nordique. Elle marqua la fin d'une époque où les Vikings étaient les guerriers redoutés et sauvages des légendes, et le début d'un nouveau chapitre où ils s'intégreraient dans la communauté européenne en tant que souverains, commerçants et fermiers. Le christianisme ne changea pas seulement les croyances des Vikings, il changea leur mode de vie entier, les rapprochant du reste de l'Europe et posant les bases du lex viking pour les siècles à venir. Cette transformation fut longue, compliquée et souvent violente, mais elle resta l'une des évolutions culturelles les plus importantes de l'histoire européenne. La fin de l'âge viking. Comment les Norrois ont été lentement conquis? L'année est 1066 après JC, et l'âge viking l'époque des raids terrifiants, des conquêtes audacieuses et des guerriers légendaires touche à sa fin. Mais cette fin n'a pas été aussi soudaine que les raids brutaux pour lesquels ils étaient connus. Ce ne fut pas une seule bataille ou un événement qui écrasa le monde viking. Ce fut un processus lent et inexorable, où les Norrois, autrefois redoutés, perdirent leur domination, non pas d'un coup, mais petit à petit. Pendant des siècles, les Vikings avaient régné avec une férocité sans pareille. Leurs longs navires, rapides et mortels, leur permettaient de piller les côtes, de semer la peur dans les royaumes et de s'emparer de territoires. De l'Angleterre à l'Irlande, du nord de la France aux côtes glacées de la Russie, les Norrois avaient laissé leur marque. Ils étaient des guerriers redoutés et des navigateurs exceptionnels, et le monde tremblait à l'idée de leurs raids. Mais à mesure que l'âge viking touchait à sa fin, les mêmes éléments qui avaient rendu les Vikings puissants commencèrent à se retourner contre eux. Ce n'était pas seulement l'arrivée de nouvelles armées ou d'armements plus efficaces qui marqua le déclin des Vikings, mais plutôt un changement progressif du pouvoir et de la culture. Lorsqu'arriva l'année 1066, les guerriers vikings autrefois légendaires avaient évolué. Beaucoup d'entre eux s'étaient installés, s'étaient intégrés aux terres qu'ils avaient conquises et avaient même adopté le christianisme. Ils n'étaient plus les raideurs païens sauvages d'autrefois, mais plutôt une nouvelle génération de dirigeants, de fermiers et de commerçants. En Angleterre, le déclin du pouvoir viking commença avec la bataille d'Eddington en 886, où Alfred le Grand bâtit décisivement la grande armée païenne. Après cette bataille, les Vikings furent contraints de se replier, et les Anglo-Saxons reprirent progressivement le contrôle. Mais même alors, les Vikings ne disparurent pas simplement. Ils commencèrent à négocier et à s'installer, vivant aux côtés des Anglais et finissant par forger des alliances avec les Anglo-Saxons. La création du Danelaw des territoires sous contrôle viking en Angleterre fut l'un des résultats de cette coexistence fragile. Mais au milieu du Xe siècle, la présence viking en Angleterre commença à s'affaiblir alors que le pouvoir anglo-saxon se renforçait sous des rois comme Æthelstan, qui unifia l'Angleterre et repoussa l'influence viking. De l'autre côté de la mer, en Scandinavie, l'âge viking tirait aussi à sa fin. La Norvège, le Danemark et la Suède étaient devenus des royaumes puissants, et les rois vikings, autrefois la terreur de l'Europe, étaient désormais concentrés sur la gouvernance interne et la diplomatie plutôt que sur les raids. L'essor du christianisme en Scandinavie, qui prit racine au Xe et XIe siècle, joua un rôle majeur dans la transformation de la société viking. Les anciennes idoles furent abandonnées au profit de la foi chrétienne. Et les Norrois, autrefois païens, commencèrent à adopter les coutumes européennes, changeant leur identité de redoutables raiders en souverains chrétiens. L'esprit même qui avait alimenté les raids vikings, le zèle religieux pour leurs idoles s'estompa, remplacé par une approche plus pacifique et bureaucratique de la gouvernance. À l'est, le territoire contrôlé par les Vikings, la Russe de Kiev,
fondée par les Varegs nordiques, était devenue de plus en plus slave sur le plan culturel. Les Vikings, qui s'étaient initialement installés dans la région, s'étaient mélangés aux populations locales et s'étaient convertis au christianisme. Les Varegs, autrefois redoutés, faisaient désormais partie du paysage politique de l'Europe de l'Est, ne constituant plus une force d'invasion, mais étant intégrés à la société de la région. Mais le coup final au monde viking arriva avec la bataille de Stamford Bridge en 1066. La bataille, qui vit la défaite de Harald Hardrada, le dernier grand roi viking, par les forces du roi Harald Godwinson d'Angleterre, marqua la dernière tentative des Norrois de retrouver leur gloire passée. Harald Hardrada avait été une figure imposante, redoutée à travers l'Europe, mais sa mort sur ce champ de bataille signa la fin d'une époque. Les Vikings avaient été vaincus non seulement par la force militaire, mais par le poids du temps qui changeait. Alors, qu'est-ce qui a conduit à la chute de l'âge viking? Ce ne fut pas seulement la fin des raids vikings ou une défaite décisive. Ce fut une combinaison de facteurs: l'essor de royaumes plus forts et plus centralisés en Europe, la propagation du christianisme qui conduisit à l'assimilation des Vikings dans la culture européenne et, bien sûr, les changements au sein même de la société viking. Les Norrois, autrefois connus pour leurs expéditions sauvages et leurs conquêtes sans peur, étaient devenus une partie du monde qu'ils avaient jadis terrifié. Les Vikings faisaient également face à une nouvelle forme de guerre. Tandis que leurs anciens ennemis s'adaptaient, les Vikings se retrouvaient en guerre contre des adversaires non seulement plus forts, mais mieux organisés. Des royaumes comme l'Angleterre et la France avaient développé des armées plus avancées, des villes fortifiées et un système de défense plus sophistiqué. Les Vikings, qui avaient jadis utilisé l'élément de surprise et la mobilité de leurs navires à leur avantage, se retrouvaient désormais face à des adversaires préparés. La fin de l'âge viking fut également marquée par les luttes internes au sein des sociétés vikings. À mesure que les terres nordiques devenaient des royaumes plutôt que des confédérations de clans, les luttes politiques et les querelles de pouvoir commencèrent à peser. Les anciennes méthodes de guerre viking, les raids, le pillage et la vie sur la terre, n'étaient plus durables à mesure que la société devenait plus structurée et gouvernée par des rois qui préféraient les alliances et les traités aux batailles. Lorsque les Vikings commencèrent à s'installer dans des terres comme la Normandie, l'Angleterre et l'Irlande, ils avaient déjà commencé à changer. Ils construisaient des églises, cultivaient des terres et devenaient une partie intégrante du tissu politique des lieux qu'ils avaient autrefois pillés. Les mêmes longs navires qui avaient autrefois semé la terreur dans le cœur des Européens étaient désormais utilisés pour le commerce et l'exploration, symbole d'un peuple qui avait évolué. Le dernier glas de l'âge viking fut silencieux. Ce ne fut pas une chute dramatique, mais plutôt un déclin lent, à mesure que les Vikings passaient de raiders impitoyables à colons, de guerriers à rois. Lors de la conquête normande de l'Angleterre en 1066, les Norrois avaient déjà entamé leur transformation. Et alors que le monde entrait dans le Moyen Âge, les Vikings, autrefois redoutés à travers les mers, étaient devenus une partie du tissu même de l'Europe qu'ils avaient cherché à conquérir. L'âge viking ne prit pas fin avec une bataille. Il prit fin par l'assimilation, par le changement et par l'acceptation silencieuse d'un nouveau monde où les Norrois n'étaient plus des conquérants, mais des participants à la formation de l'histoire européenne. L'héritage viking dans la Scandinavie moderne. Des raids aux rois. Imaginez une ville scandinave animée aujourd'hui peut être Oslo, Copenhague ou Stockholm. Les rues sont remplies de personnes modernes, pressées de travailler, de faire des courses ou de profiter de leur journée. Pourtant, sous les designs élégants des bâtiments contemporains, sous l'ère numérique qui définit le présent, il existe un lien profond reliant tous ces endroits à une époque lointaine, l'âge viking. L'héritage des Vikings, ces redoutables pillards et explorateurs, pulse encore dans les veines de la Scandinavie moderne. Comment ces guerriers anciens, autrefois redoutés à travers l'Europe, se sont-ils transformés en nations prospères et influentes culturellement comme nous les connaissons aujourd'hui?
Les Vikings, souvent rappelés pour leurs raids et leurs pillages, n'étaient pas seulement des guerriers impitoyables. Ils étaient des artisans habiles, des commerçants et des explorateurs qui ont fondé des établissements, navigué sur de vastes mers et établi des routes commerciales s'étendant des Amériques jusqu'au cœur de l'Asie. Ils ne se contentaient pas de conquérir des terres. Ils ont laissé derrière eux un héritage de culture, de gouvernance et d'exploration qui allait façonner le monde. Aujourd'hui, cet héritage est vivant dans l'identité des pays scandinaves, qui continuent de porter les marques de leurs ancêtres vikings. L'influence viking sur la Scandinavie moderne peut être vue dans tout, de l'architecture et de la langue aux lois et à l'identité nationale. Prenez par exemple la présence persistante des symboles vikings. Le marteau de Thor, le loup de Fenrir et le Valknot ne sont pas seulement des vestiges du passé, ils sont fièrement affichés dans la culture scandinave moderne. Des tatouages aux sculptures, en passant par les logos. Ces symboles servent de rappel de la force, de l'indépendance et de la résilience que les Vikings incarnaient. Mais la manière la plus profonde dont les Vikings ont laissé leur empreinte réside dans les systèmes politiques et sociaux qui ont évolué à partir de leur culture guerrière. Les Vikings n'étaient pas seulement des pillards. Ils étaient aussi des rois, des chefs et des législateurs. L'idée viking du leadership, où le leader était souvent choisi en fonction de sa force, de sa sagesse et de sa capacité à mener les peuples à travers la guerre et la paix, est devenue un pilier de la gouvernance scandinave. C'est cette idée d'un leadership fort et dynamique qui a influencé le développement des monarchies scandinaves qui existent encore aujourd'hui. Des rois vikings qui régnaient sur le Danemark, la Norvège et la Suède, aux monarques plus modernes, la tradition du pouvoir royal et de l'unité nationale a des racines profondes dans l'histoire viking. En fait, l'âge viking a vu la formation de nombreux pays que nous reconnaissons aujourd'hui comme les nations scandinaves modernes. Le Danemark, la Norvège et la Suède retracent toute leur lignée royale aux rois vikings, et leurs fondations en tant que nation ont souvent été construites sur les conquêtes et les établissements vikings. Par exemple, la monarchie danoise, l'une des plus anciennes au monde, peut remonter sa lignée au roi viking Gorm le Vieux, qui régna au Xe siècle. De même, les monarchies suédoises et norvégiennes ont des lignées royales qui s'étendent jusqu'aux rois et chefs vikings, montrant à quel point l'héritage viking est profondément tissé dans le tissu de l'identité scandinave. Les Vikings ont également joué un rôle déterminant dans la formation même des terres qu'ils occupaient. Leurs établissements et leurs villes, de la Danelaw en Angleterre aux villes côtières de l'Islande, étaient souvent des centres de commerce et de culture. Dans la Scandinavie moderne, l'héritage de l'exploration viking continue d'influencer la relation des peuples avec la mer. Les Scandinaves sont connus pour leur maîtrise maritime, et la mer reste une partie vitale de la vie, tout comme elle l'était pour leurs ancêtres vikings, qui naviguaient loin, explorant des terres inconnues et établissant des réseaux commerciaux qui s'étendaient à travers l'Europe, le Moyen-Orient et même l'Amérique du Nord. L'une des manières les plus significatives dont la culture viking perdure aujourd'hui est à travers la langue. De nombreuses langues scandinaves modernes suédois, danois, norvégiens et islandais sont des descendants directs de la langue vieille nordique parlée par les Vikings. Des mots encore couramment utilisés aujourd'hui comme thing, une assemblée gouvernementale, ou saga, une longue histoire ou un récit héroïque, trouvent leurs racines dans la langue viking. Même l'anglais a été fortement influencé par le vieil nordique, en particulier dans les parties du nord de la Grande-Bretagne, qui étaient autrefois sous domination viking. Ces liens linguistiques sont un rappel quotidien des échanges culturels qui ont eu lieu pendant l'âge viking et de l'impact durable qu'ils ont eu sur le développement des langues modernes. Bien sûr, l'héritage viking ne se résume pas seulement au pouvoir, à l'exploration ou à la langue, il s'agit des valeurs culturelles qu'ils ont transmises. L'accent mis par les Vikings sur la communauté, la loyauté et le courage est toujours célébré dans la Scandinavie moderne,
où ces valeurs sont au cœur de l'identité nationale. Les Vikings étaient des guerriers, certes, mais aussi des fermiers, des commerçants et des artisans, créant des communautés prospères où chacun avait un rôle à jouer. Ces valeurs de travail d'équipe, de résilience et de respect des contributions individuelles continuent de façonner les pays scandinaves aujourd'hui, avec une forte insistance sur l'égalité sociale, le bien, être collectif et la durabilité environnementale. Cependant, peut être l'aspect le plus frappant de l'héritage viking est la manière dont il a été mythifié et adopté par les Scandinaves modernes. Les Vikings ne sont pas seulement perçus comme des figures du passé, ils sont des symboles de fierté nationale. Les festivals célébrant l'histoire viking, tels que les reconstitutions vikings, les festivals et les musées de navires vikings, sont courants dans les pays nordiques. Les Vikings, autrefois redoutés pour leurs raids, sont désormais célébrés comme les ancêtres de la force, de l'innovation et de l'unité de la Scandinavie moderne. Aujourd'hui, la Scandinavie est l'une des régions les plus riches, les plus heureuses et les plus progressistes du monde. Ce succès souvent lié à leurs ancêtres vikings est le fruit de siècles d'évolution culturelle, politique et sociale. L'âge viking peut être terminé, mais son héritage est toujours vivant dans le cœur des peuples, dans leur architecture, leur langue et leurs valeurs. En fin de compte, les Vikings sont passés de redoutables pillards à devenus les rois, colons et pionniers culturels de la Scandinavie moderne. Leur histoire est celle de la transformation, un voyage de violence et de conquête vers la civilisation et le leadership. Et bien que les dracars ne sillonnent plus les mers, l'esprit viking continue de prospérer dans le cœur des peuples, façonnant les nations modernes du Danemark, de la Suède et de la Norvège, et inspirant le monde avec leur héritage ancien et durable.